travaillent activement aujourd'hui ou dans le passé dans le monde du AdTech? Donc, juste une levée de main pour savoir. OK, donc un tiers environ, intéressant. Et les autres personnes, j'ai quelqu'un qui travaille en AI, études le monde AI, intéressant. Software généralement. OK, intéressant. Il y a plein de personnes qui ont levé la main, donc c'est une bonne chose. Donc, première question, je vais demander à chacun d'entre vous de juste simplement vous présenter, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que vous faites dans le monde? I guess je vais commencer. Mon nom c'est Laura, je suis Head of Product chez State22. Je peux dire de State22, on n'est plus une start-up à ce stade, on est ce qu'on appelle une scale-up. On est en pleine croissance, assez phénoménale. Moi qui viens d'un background de 15 ans en start-up, c'est la première fois que je travaille pour une compagnie qui me fait de l'argent. Et je peux vous dire que ça fait un sacré changement. Oui, quand je dis qu'on est en pleine croissance, on est en passe de tripler nos revenus pour la troisième année, tripler nos revenus pour la troisième année, pardon. Au-delà de ça, je suis une fille de start-up. Je suis une fille de communauté aussi. J'ai mis beaucoup d'efforts ces 10 dernières années dans la communauté produit à Montréal. Pas en AdTech, mais je suis très intéressée à rejoindre, maintenant que je suis à nouveau en AdTech, après presque 15 ans à être passée à autre chose, de revenir dans ce formidable meet-up. Faisal. Bonsoir tout le monde, donc mon nom c'est Faisal Haji, donc je own une agence de publicité, je suis en publicité depuis 2008 et je suis aussi un entrepreneur dans l'âme, j'aime créer, donc on crée pour des clients mais j'ai aussi créé pour moi, puis pour subvenir à des folies comme on dit, et mettre de l'argent à des idées qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, puis avoir du fun à the end of the day. Et depuis 3 ans, je suis pas mal investi en AI et maintenant on réalise un peu que nos clients ont pas mal de problèmes dans tout ce qui est advertisement. Et avec Zach qui parlait tout à l'heure, on est en train de développer une solution qui s'appelle Ads to Cash. Ah ouais, comme ça, tu me l'as dit. Donc, qui s'appelle Ads to Cash et c'est vraiment une solution de faire couper le média en mode autopilote, concrètement. Donc voilà. Puis le micro est allumé. Moi, c'est Yes Benjeloun. J'ai eu la chance de faire partie de 3 startups dans ma vie. J'ai aussi travaillé pour des compagnies plus connues comme Desjardins, l'Agence spatiale canadienne, Hydro-Québec sur le volet innovation. Puis je me suis impliqué dans la communauté tech depuis très longtemps. J'ai eu la chance de voir un peu tous les coins de la table. Puis ce qui m'anime beaucoup, c'est vraiment amener ces collaborations-là à créer de la business, à montrer que l'ambition existe et qu'on a réalisé l'ambition et pas juste dans la communication. Voilà, je suis très content de parler. Bonjour à tous, mon nom est Alex Barr, je suis cofondateur de l'agence Redbox Media que j'ai cofondé avec mon partenaire il y a un peu plus de 15 ans. On a aussi développé plusieurs projets à l'interne, donc plusieurs startups qui sont devenus des scale-up, mais que nous, on a développé à l'interne sans aucune aide externe. Peut-être que vous connaissez des compagnies comme montrealarabais.com, restomania.ca qui produisaient des très gros événements gastronomiques au Québec et autres. Donc, ça, c'est des startups, les passeports expérience, Circuit des vignobles, entre autres. Donc, c'est tous des projets qu'on a incubés à l'interne. Donc, on aime s'amuser à créer des choses, mais nous, on les scale à l'interne. On ne va pas chercher nécessairement de funding à l'extérieur, mais on aime beaucoup s'amuser avec la communauté, puis redonner, puis s'amuser avec Elias et sa gang. Super. Donc, on a quand même un line-up assez spectaculaire. Et je suis quand même très impressionné par les personnes sur le panel. Donc, évidemment, le sujet d'aujourd'hui, on va parler de AdTech, What's Next, et on va parler de What's Now. Donc, je vais vous demander un peu, qu'est-ce que vous pensez de l'état de AdTech aujourd'hui, comme vous le voyez, là, le 2025 de 2026? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Qu'est-ce que vous trouvez le plus intéressant? I guess I'm gonna start. Moi personnellement, étant dans le AdTech depuis 1 an maintenant, je réalise que la plupart des compagnies sont plus en mode output versus outcome, concrètement. Et donc tout le monde est à la course de genre comment on va faire pour créer du contenu, produire du contenu, puis vraiment dans la production du output en soi, puis le prix du asset et tout ça, versus on oublie le outcome, donc comment on génère du cash. Concrètement, comment les brands qui mettent des millions, même des centaines de millions en paid media, comment ils font pour concrétiser ce output en outcome et vraiment
pas juste brûler de l'argent parce que on s'entend, il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup d'argent qui est mal investi, pas assez d'optimisation, pas assez de monitoring, du contenu qui ne vise pas nécessairement les bonnes audiences. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui on est dans une ère qui est quand même le fun parce qu'avec le Agentic AI, on s'en va vraiment dans cette direction où on est capable de pas juste faire de l'automation de production de contenu, mais vraiment de peut-être en mesure d'avoir des AI qui travaillent pour nous versus du monde qui continue à courir pour pas grand-chose. Si je peux ajouter à ça, oui, je pense qu'il y a le... C'est tout ce qu'on a toujours fait chez State22 dans le fond, à optimiser finalement la monétisation de contenu. Donc on a développé des outils à travers les années pour aider les créateurs de contenu et maintenant les publishers à monétiser correctement leur contenu et pas juste à spammer avec du advertising, du ad placement ou des pop-up qu'on a pu voir beaucoup dans le passé. Nous, tout notre cœur, c'est vraiment autour de l'optimisation du revenu. Et c'est marrant que tu parles de AI Agent. Il y a à vrai dire, quand je suis arrivée chez State22 il y a 2 ans, on marketait notre technologie de cœur comme étant un AI Agent, alors que c'était pas encore un buzzword. C'est tout simplement un modèle, c'est un exceptionnel modèle de machine learning qui permet d'optimiser le ciblage publicitaire. Donc, pour revenir, je fais le con avec ce que tu disais, mais pour revenir à ta question, Nectar, nous, ce qu'on voit, c'est pas que ça m'inquiète, mais à vrai dire, c'est plus toutes les opportunités que les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui nous offrent. On a un modèle de la tech, de monétisation de contenu traditionnel qui est en plein changement. Et la question, c'est tout simplement comment on va s'adapter finalement pour offrir des nouvelles solutions de monétisation de contenu. Puis si je peux rajouter là-dessus, parce que effectivement, ça peut paraître comme la tech pour les gens qui ne sont peut-être pas là-dedans. Ça peut être beaucoup de choses et peu en même temps. Ça peut aller du média jusqu'à la technologie, les produits. On va avoir des présentations tout à l'heure là-dessus. Mais la réalité, moi, ce que je vois à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une concentration de médias incroyable depuis quelques temps. On peut penser aux grandes compagnies, que ce soit des Google de ce monde, les Facebook, etc., ou les Meta, on va dire, et une lancée énorme de publishers indépendants, puis j'utilise bien le mot publishers, qui peuvent être des influenceurs, qui peuvent être des gens qui ont quelques centaines de milliers de personnes, qui écrivent des blogs, qui essaient de monétiser, mais qui sont encore dépendants de plein de joueurs. Et ce que j'aime beaucoup de State22, puis je vais juste poser une question peut-être rapidement, puis je vais faire ça vite, mais à votre avis, Laura, si je peux avoir votre attention, la compagnie génère combien d'argent par an? Sauf son It's not public. It's not public. Sauf public? What? Non, Are you c'est pas. doing like Andrew? Non, non. Donc, mis à part les gens qui sont... si tu connais réellement la réponse, tu te tais là. Je vais prendre une réponse. Quelqu'un, vas-y. 300 millions. Comment? 300 milliards? Millions? Waouh, si on avait des compagnies qui faisaient 300 millions au Québec, on le saurait. On n'en est pas encore là. On est pas très loin. Mais par contre, de manière plus sérieuse, ils génèrent 75 millions, puis avec le travail qui est en train d'être fait, puis c'est pas, puis on croise les doigts, puis les choses changent, c'est en pleine croissance. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que Stay, par exemple, travaille beaucoup avec des publishers plus indépendants, etc. Et ils arrivent à tant générer de l'argent pour eux que pour ces publishers-là, qui deviennent plus indépendants des grands médias. Et ça, c'est quelque chose que je trouve en ad-tech. Aujourd'hui, on arrive à mesurer davantage, à cibler davantage, à permettre à des petits joueurs d'être mieux exposés. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment fascinant. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une vague où on rend plus indépendants les publishers indépendants. Il y a tous ces changements-là. Il y a des startups même ici qui sont en train de bâtir des produits pour empower ces publishers-là. Et je trouve ça vraiment fascinant. Donc, comme je disais tantôt, nous n'ayant pas levé d'argent externe, nous on a toujours dû être rentable pendant les 15 dernières années, sinon on ne pouvait pas faire de payroll. Pendant un certain nombre d'années, on a compétitionné avec une petite entreprise qui s'appelle Groupon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. À l'époque, ils avaient refusé une offre d'achat de Google de 7 milliards de dollars. Donc, ils avaient un tout petit peu plus d'argent que nous, juste un petit peu. Mais ils ont complètement négligé le français au Québec.
Et donc, nous, on a décidé de double down sur la langue française. Et 10 ans plus tard, après qu'ils ont essayé de nous acheter, que ça n'a pas marché, mais ils ont décidé de fermer le Québec. Parce que finalement, ça ne les intéressait plus comme marché à gaspiller 4 fois trop en AdWords en anglais. Puis ils ont décidé que finalement, c'était plus rentable. Donc, des fois, d'être au Québec, ça peut être assez avantageux. Notre petite paroisse pour développer des startups, pour développer des choses, des projets, ça peut être quand même assez cool. Et pour répondre à ta question, moi, ce qui me fait peur, c'est tout le côté Sora qui développe le AI slop, la quantité de contenu vidéo absolument pourri. On a déjà assez de contenu poche, je trouve que là, on en a encore de plus en plus. Fait que. Je dirais que c'est toute une question de skills. Puis les skills, ça s'achète pas. Donc c'est sûr que moi, Chris, un de mes partenaires avec qui était photographe à la base et qui est rendu un AI expert dans tout ce qui est generative justement, si tu verrais la qualité du AI qu'on sort en vidéo, j'ai des studios de 15 000 pieds carrés, on produit quasiment plus là. Parce que why would I bother myself working like 3 weeks, 3 months like crazy when you can make it in 2 weeks with a lot less people? Une de mes passions, l'expérientiel, puis nous on est très présents avec des groupes comme Cavalia, Illumi, Moment Factory et d'autres avec qui on collabore sur des projets. Stager un environnement pour créer quelque chose, une vidéo dans un environnement, je ne sais pas si qui ont été à Illumi à Laval par exemple, c'est un environnement énorme, c'est 10 terrains de football, on avait entre 12 et 15 000 personnes par soir, un samedi soir. C'est quelque chose que quand on fait des vidéos là-bas, ça donne cette ambiance. Mais si aujourd'hui, je suis plus obligé de stager des expériences pour pouvoir les reproduire en fake, mais ça vient un peu chercher l'enjeu. Est-ce que je peux poser une question en anglais, ça vous dérange, parce que I'm going to get a little technical and I don't want to mess it up too much. And I find this panel amazing because I'm going to get the opportunity to learn. My understanding of the ad tech business model today, it started 20, 25 years ago, is basically you search on Google, you then get traffic to your website. Social media allows you to get traffic on your website as well, and then each site can monetize. That's how State 22 is built an extremely robust business model using affiliate. But now you can simply just go into your name your favorite chatbot and bypass publishers altogether, right? And there's the same kind of controversy today with the New York Times suing OpenAI, saying hey, like you're scraping our data. The same thing happened with Google back in the day, scraping the data. But now Reddit as well. Reddit is suing Claude right now. Right. But at least Google was sending traffic, and you could say it was a quid pro quo. Right now, it's like if you stay within your favorite chatbot, you're not able to monetize anymore, right? So, how big a threat is this to essentially a 25-year-old industry? That's what I want. En français. Sorry. Non, mais j'ai mon cerveau anglais qui démarre. Je rebondis tout à l'heure, toutes ces nouvelles technologies, ça nous pousse à repenser un peu comment on va monétiser. À mon avis, le modèle qu'on connaît actuellement va changer et on ne va pas avoir le choix. Ceci étant dit, je veux revenir sur, oui, il y a les LLM, les ChatGPT qui bouffent du trafic, qui impactent les publishers et les petits créateurs de contenu. Mais moi, quelque chose qu'on a observé moins dans notre verticale, principalement en voyage et puis depuis tout récemment en retail aussi, c'est que les créateurs de contenu se sont eux-mêmes diversifiés. Donc des créateurs de contenu qui étaient uniquement sur du open web initialement se sont mis à faire du Instagram, du TikTok, du YouTube. Ils sont en train d'apprendre des nouveaux métiers, des nouveaux types de contenus. Et quand on voit par exemple YouTube, TikTok, même Instagram qui se réveillent enfin à offrir des outils de monétisation, nous de notre côté c'est là qu'on veut être. Évidemment on veut travailler aussi avec les LLM de ce monde, mais aujourd'hui on voit nos utilisateurs, nos partenaires se diversifient en termes de médiums et de channels, et on veut les aider à monétiser finalement tout leur panel de contenu, pas seulement du open web. Quand j'étais à New York pour Halloween, on a eu la chance de discuter avec Meta, avec TikTok et autres. Et ce que je trouve intéressant, par exemple, c'est que l'approche de TikTok n'est pas du tout celle de Meta par rapport à la publicité. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est pas qu'une agence vienne prendre une pub télé puis l'adapter à TikTok. Ce qu'ils veulent, c'est que tu passes par leur Creator Center, que tu trouves un créateur qui est déjà dans ta niche et que tu travailles avec leur créateur pour créer du contenu adapté exclusivement à leur plateforme, qui vient quand même
varier la chose. Tu mets le doigt sur un truc, c'est vraiment quelque chose qui est très adapté à ton audience. C'est très contextuel. On va rentrer dans vraiment de la personnalisation à travers des outils comme le Creator Marketplace de TikTok, mais aussi avec d'autres technologies, comme nous ce qu'on fait, sur du placement publicitaire ultra personnalisé. Mais après, avec Meta et leurs algorithmes concrètement, tu peux plus juste publier du contenu en étant en mode genre on est mignon, on est beau gosse, on fait du bon contenu, on a une belle vidéo. Comparativement à TikTok, où ça fonctionne. Genre la qualité qui fixe dans le style, le narratif à la TikTok fonctionne. Versus quand on rentre sur Instagram ou Facebook par exemple, you have to pay media. Like you have to, otherwise you don't get reach necessary. C'est à moins que tu sois déjà très connu avec un gros following base. Je suis pas 100% d'accord avec ça, parce que justement, Facebook, Meta, oui, ok, mais Instagram commence à offrir aussi des outils pour permettre aux créateurs de contenu de vendre leurs produits directement à travers les posts. Il y a plein de... Tout ça pour dire tout simplement qu'il y a une énorme opportunité pour nous d'adapter les solutions. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de placements médias. Right. Ok, mais comment nous on peut s'adapter finalement aux besoins des créateurs de contenu et à développer des solutions et utiliser finalement toutes ces nouvelles technologies qui s'offrent à nous. Et en fait, absolument, si je peux double down sur ce que Laura vient de dire, et ce que j'adore de ce panel-là, c'est pas pour jeter des fleurs aux gens qui l'ont organisé, mais le fait qu'il y ait Nectarios qui a un background, il a travaillé du côté de la grande machine, qui aujourd'hui investit dans des startups. On a Laura qui bâtit des produits, donc c'est une Chief Product Officer pour les gens qui ne sont pas familiers avec les startups. Donc elle bâtit des engins, des produits, elle a une équipe avec laquelle elle gère. Puis on a Faisal, on a Alex qui sont plus peut-être du côté un peu agence, qui vont vers le côté produit. Ça crée une discussion qui est intéressante sur les différentes perspectives. Mais la réalité, c'est que le marché a toujours évolué. C'est juste qu'aujourd'hui, avec l'IA, ça évolue davantage. Mais l'IA, c'est un outil. Et la beauté, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est que bien que les grandes plateformes, évidemment qu'elles veulent monétiser, donc elles veulent que tu viennes sur leur plateforme, ben les humains sont quand même très adaptables. C'est du darwinisme. Donc les créateurs de contenu, il y en a qui ont des millions de followers, qui génèrent énormément d'argent, qui voient ces changements-là et qui s'y adaptent. Et cette adaptation-là, mariée avec le désir des plateformes de bâtir quelque chose, ben ça donne une opportunité énorme aux gens en technologie pour bâtir des produits, pour empowerer et les créateurs et simplifier la vie des plateformes. Et ce qu'un State 22 fait, c'est exactement ça. C'est tirer parti aussi, puis corrige-moi si je dis des bêtises, mais c'est tirer parti de l'intelligence artificielle, du deep learning, du machine learning, des LLM même, etc., pour outiller les créateurs indépendants, donc les influenceurs, mais aussi des publishers et autres, pour pouvoir maximiser leurs revenus sur le open web, donc tout ce qui est plateforme publique, où les plateformes sont plus contrôlées, comme Facebook, TikTok, etc. Et il y en a plein d'autres des opportunités. Moi, je pense que le message que je veux qu'on se lance tous à Tech, vous allez avoir 2 présentations tout à l'heure en parlant d'opportunités, c'est qu'il y a réellement de la place pour développer des produits technologiques, des vrais produits qui vont répondre aux besoins, puis d'ailleurs Faisal commence à faire ça aussi, mais qui vont répondre à ces besoins-là des agences, des grandes plateformes et des créateurs indépendants. Et si jamais vous avez besoin d'un hype man, c'est le meilleur hype man de tous les temps. Donc, intéressant, je vous entends un peu parler, là, juste pour rebondir. Là, les menaces pour moi semblent encore très réelles. Surtout dans l'exemple de State 22, je suis un mommy blogger, un travel blogger. Qu'est-ce qui arrive sur mon trafic s'écroule du jour au lendemain? Ça va impacter évidemment votre modèle d'affaires. Nous, c'est simple, c'est un modèle d'affaires, c'est du rev share. Donc si nos partenaires font pas d'argent, on fait pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Ceci étant dit, oui, il y a le contexte technologique autour de nous change. Mais on va très bien. On va très bien. Comme je dis, on est en passe d'atteindre 55 millions de revenus à la fin de l'année. Américain. Oui. 75 millions. Donc ça, c'est 450 milliards canadiens. Donc oui, on va très bien. Ce qui démontre tout simplement que le open web n'est pas encore mort. On a le temps de capturer tout l'argent qu'on peut capturer, et pour nous et pour nos partenaires. C'est ça que j'adore. Moi, j'ai toujours travaillé en SaaS, mais la beauté de ce modèle d'affaires, c'est que c'est un win-win-win situation. Et ça change vraiment la dynamique. Très intéressant.
On a parlé un peu des côtés de menaces, mais qu'est-ce qui vous excite, qu'est-ce qui vous regardez comme des opportunités dans le monde de la tech future? Ben, je vois justement, il y a de plus en plus de diversification. Tu sais, si tu regardes Google qui dominait le search pendant les 20 dernières années, puis ils viennent pour la première fois de perdre leur dominance, ils avaient 90%, ils viennent tomber pour la première fois en 20 ans à moins de 90% de dominance du search sur le web. Si on parle, mettons, d'Amérique du Nord, de l'Europe, là, on ne parlera pas de la Chine puis en gros, tu regardes des outils comme Perplexity, par exemple, qui veulent commencer à compétitionner contre eux, qui eux proposent des modèles de rev share avec les créateurs. Donc, à place d'aller carrément juste voler le contenu puis l'intégrer via un LLM, mais ils proposent de dire, mais on va soit sourcer, on va soit rémunérer, ou on va donner des crédits, ou on va backlinker vers la source d'information, qui je pense que c'est une façon beaucoup plus intelligente de travailler à long terme. Parce que si tu élimines le créateur de l'équation, puis tu donnes la réponse pré-mâchée comme dans un LLM, tu ne sources pas, ben le créateur, lui, il va carrément vouloir bloquer ton crawl, puis il ne voudra pas, lui, il n'a aucun intérêt à te laisser prendre, voler son contenu sans aucun bénéfice pour lui. Fait que je pense que maintenant, il y a une effervescence de tous ces nouveaux outils qui vont chacun aller chercher un peu leur petite part de gâteau tranquillement, pas vite. C'est sûr que détourner un géant comme Google, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais tranquillement, on voit une progression, surtout dans certains marchés niches. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va être super intéressant à exploiter, et à se spécialiser pour les startups. Ok, mais moi, je vais me spécialiser dans cette plateforme-là ou une autre. Moi, ce que je trouve qui est vraiment assez incroyable de nos jours, c'est que, par exemple, on faisait des pubs pour des clients où on crée un print sur un billboard. Juste pour faire le CGI, pour retravailler un peu le background et tout ça, pour rendre ça encore plus cool, on mettait genre du 20, 30 000, 50 000 $ par image, littéralement. Et ça prenait des semaines et des semaines et des semaines de travail. Aujourd'hui, on le fait en 3 minutes. Et après le 3 minutes, c'est que j'assère un petit peu là. Mais, like, so quick. Est-ce que tes employés disent en fait? Ah, ben écoute, ça se fait quand même très vite, tu sais, parce qu'avant, ça prenait des grosses équipes, des grosses machines. Et là, aujourd'hui, ça se démocratise au point où ça prend vraiment de la créativité humaine pour pousser la machine à développer une créativité visuelle, publicitaire ou quoi que ce soit, pour avoir de la vraie qualité. Donc la qualité est rendue 100 fois plus accessible qu'elle était avant et qui nécessite beaucoup moins de gens ou de challenges ou de dépenses pour atteindre cette excellence-là aussi. Ouais. Et ça, c'est quand même insane. C'est intéressant. Pour peut-être follow that thread un peu plus, parce qu'on parle souvent que ces outils-là vont nous aider à faire le même travail avec moins de coûts, moins de personnes, etc. Mais qu'est-ce que vous pensez au niveau qualité-qualitatif? Est-ce qu'on va être capable d'augmenter, surtout je parle ici du content production, quand on parle de la tech, il y a une partie de mon publisher, media, et la partie contenu est quand même primordiale. C'est quoi votre réflexion en termes de création de contenu? On parle beaucoup du AI slop et je suis un peu d'accord qu'aujourd'hui il y a beaucoup de slop, mais en même temps je ne peux pas croire que le niveau de qualité va augmenter. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Et j'y crois fondamentalement que c'est une grosse collaboration entre l'humain et la machine. Et l'humain n'est pas capable de le faire tout seul, à moins que tu aies vraiment les poches profondes. La machine n'est pas capable de le faire tout seul, mais elle donne des outils pour le faire si tu sais comment le faire à la vraie vie. Avant. Donc c'est sûr que tu prends des gens qui ont fait de la réalisation, de la photo, de la vidéo, du contenu, genre écrire des livres, des scénarios dans le passé, et tu leur donnes des LLM ou des Generative AI aujourd'hui, on fait de la magie. Puis je vais raconter une petite anecdote très rapide. On est une agence de pub, on se spécialise dans plusieurs industries, mais on ne fait pas de pharma par exemple. Okay? Et là récemment, grâce à un contact, on nous a introduit une compagnie, une très grosse pharmaceutique, qui nous ont invité à un pitch. Okay? Donc là, on rentre dans le pitch et là, on est contre les plus gros de Montréal, des agences qui ont 120 personnes qui font que du pharma pendant 20 ans. Là, ils rentrent, ils droppent le budget. C'était quand même un budget en millions de dollars et tout ça. Là, on arrive, moi, je vois le truc, je vois comment ils répartissent le budget et tout. Je dis à ma partenaire, tu sais quoi? Fuck that. Puis, désolé pour le langage. On va pas recruter. Fait qu'on va pas mettre les big guns là-dessus, puis ça va nous coûter 30-40 000 balles pour faire un pitch. Puis tu sais, on pitch quand même contre des super grosses pointures. You know what? Moi, je vais travailler avec notre orchestration d'AI, puis avec mon knowledge, puis notre contexte de notre agence, de qu'est-ce qu'on fait. We'll see how it goes. Elle me regarde, elle me dit, mais t'es fou? Je suis comme, is that new? No. Everybody that knows me knows that I'm crazy. Fait que j'ai fait le pitch au complet en littéralement 4h30. Quand je voyais le résultat après, j'appelle ma partenaire à 9h le soir, je fais, tu fais quoi? Elle dit, je fais un souper à la famille et tout, je peux travailler. Je suis comme, non, tu vas demander à ton mari de faire un souper pour la famille, tu vas lire ça tout de suite, je capote. Elle prend le truc, elle le lit, elle dit genre, wow, I'm impressed. At the end of the day, on a gagné le pitch, et même moi, j'en revenais pas là, littéralement à la vie. Tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, j'aurais dit, never in a lifetime that would happen. It happened. Tu sais, bon,
Donc, tu ne crois pas au film de Hollywood qui est entièrement AI created, qui va gagner un Oscar? Tu crois pas ça? Je dirais qu'il y a un bon 25% de ce que tu vois dans les films de Hollywood aujourd'hui qui est AI generated. They're not going to tell you about it. Moi, j'en ai produit des Netflix, des Universal, des Disney, des whatever. Tu vois, genre, le gars, toute la gang en train de marcher à New York, Times Square, tadada. Je peux te garantir que c'est tourné dans mes studios sur un blue screen, là. Tu sais, fait le AI aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait avant le CGI, le Computer Generated Images, where actually people had to do the whole job, like all the lighting, the shading, the creative, and all that stuff. Là, t'as la machine qui le fait automatiquement toute seule, mais quand l'humain y arrive, puis il prend ces connaissances-là et qui rajoute une couche de finition, comme on appelle, donc dans le online editing, par exemple, ben, la qualité devient vraiment incroyable, tu sais. Donc il n'y a pas, tu sais, c'est une question de contact. Si tu prends un Joe Blow qui a jamais fait ça et qui prend son rap et veut créer une vidéo, ben, tu sais, genre je vais pas aller faire une chirurgie cardiaque demain non plus, là, tu sais. Je vais pas aller faire une chirurgie cardiaque demain non plus, effectivement. Non, mais c'est vrai, je le ferai pas non plus. Mais je veux peut-être mettre les choses un peu en perspective parce que ce week-end on avait une rencontre avec quelques founders, dont le CTO d'ailleurs de Stay22, donc le Chief Technology Officer. Et on a rassemblé des jeunes qui ont tous lancé, ben, moins jeunes maintenant, parce que ça fait une dizaine d'années, mais on a rassemblé des gens qui avaient lancé leur entreprise à moins de 25 ans. Parmi eux, il y avait un gars de 22 ans. Il a lancé plusieurs entreprises, bon, beaucoup d'échecs, évidemment, c'est ça l'entrepreneuriat. Et il a lancé un studio il y a un peu plus d'un an. Ben, aujourd'hui, ils sont 20 employés. Puis c'est une CGI générée par l'IA. Et ils sont 20 employés. Donc un gars de 22 ans, il paye 20 employés. Tu sais, la plus grosse crainte quand tu es entrepreneur, c'est est-ce que tu vas faire le payroll? C'est un gars qui a 22 ans, qui a 20 employés aujourd'hui. Donc moi je suis plutôt team Faisal à ce niveau-là. Je veux vraiment qu'on mette en perspective le fait que tout ce qui est Gen AI, on va dire d'un point de vue un peu plus qualitatif, il a commencé il y a peut-être comme 6 mois, 1 an. Il y a 2 ans, il y a 3 ans quand ChatGPT, on va dire 3 est sorti, c'était n'importe quoi. Le 4, c'était impressionnant. Le 5, c'était pas terrible, mais le 6 va être très important. Et ça va super vite. Il y a vraiment une croissance exponentielle en termes de capacité technique, après les serveurs. Et donc, le volet créatif humain va devoir s'y adapter. Moi, personnellement, je crois très très fort qu'on va générer toute une catégorie de personnes qui vont être capables de tirer parti des Optable, des ShareFlow, etc. pour créer de nouveaux produits technologiques en se basant sur ces produits technologiques-là. Donc, oui pour le créer avec de l'IA 100%, oui pour la personnalisation même sur les canaux de distribution, etc. Puis des engins techniques qu'on va en parler dans pas longtemps. Mon point étant par rapport à ça, c'est que l'IA, très bientôt, pourra plus séparer l'humain de l'IA en tant que tel, en termes de production pure esthétique. Ça, c'est sûr. Sur le volet créatif, par contre, sur le volet de produits technologiques, par contre, là, on a encore besoin de humains. Et ça, c'est ce qui m'excite. Puis quand je parle avec les femmes, je toujours rester surtout, moi, je préfère m'entourer de personnes comme ça. Et sincèrement, c'est parce que c'est ces gens-là qui essaient de créer l'avenir. C'est tout la même chose. C'est tout le temps cette dynamique-là de dire hey, qu'est-ce qu'on peut faire? Ces choses-là changent, bon, je choisis soit d'avoir peur, soit d'essayer de bâtir quelque chose. Moi je suis team, on va bâtir quelque chose. Il faudrait essayer de rap rapidement parce qu'on est 10 minutes en retard déjà sur le rap, donc peut-être un dernier tour et on enchaîne pour le prochain panneau. En fait, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur la question? Non? En fait, oui, je vais conclure avec une dernière question, mais on va garder quand même une ou deux questions pour l'audience, comme c'est des personnes qui sont intéressées. La dernière question, c'est plus au niveau local. Je pense le premier moteur de recherche, c'était Mama.com. Je suis un peu plus vieux que vous, je pense. On a eu, je ne sais pas si la gang d'Optable sont là, mais AdGear, un des premières ad servers inventés ici. Donc, qu'est-ce que vous pensez au niveau AdTech au Québec, vos réflexions sur qu'est-ce qu'on peut faire, ou peut-être votre réflexion sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Sincèrement, tu parles de AdGear, je me souviens il y a un peu plus de 10 ans où j'étais déjà en AdTech. À l'époque, on parlait de Big Data, on parlait de programmatique et c'était nouveau. Et ben en vrai, où est-ce qu'on est aujourd'hui en AdTech au Québec? J'en sais rien.
Et non, mais je trouve ça génial qu'il y ait justement cette discussion parce que de la même manière que au niveau de la communauté produit, j'ai mis beaucoup d'efforts ces dernières années pour justement développer cette pratique. J'aimerais qu'on ramène à nouveau, qu'on puisse se parler entre différents acteurs en high-tech à Montréal. Parce que sincèrement, j'ai aucune idée. Shout out Zachary au Québec. Shout out pour organiser aujourd'hui. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Et au fait, moi je trouve qu'à Montréal, on a vraiment tout le knowledge et la créativité